Donc, je vais passer la parole à Jean-Marc Ancel. Donc, nous avons essayé de faire, entre guillemets, société civile. Donc, on quitte le CHU Necker pour l'exercice libéral. Et Jean-Marc est un des spécialistes de la chirurgie réfractive dans le secteur libéral. Et j'ai demandé à ce qu'il ait eu la gentillesse de venir. Donc, c'est notre premier ophtalmo académicien que vous avez accueilli il y a de nombreuses années. Allez, Jean-Marc. La presbytie, ça nous intéresse tous, en tout cas moi. Oui. Bonjour chers collègues, bonjour Monsieur le Président, merci d'avoir suscité cette réunion ophtalmologique et merci à Monsieur Li Wang de m'avoir proposé de venir. Donc je vais vous parler de la chirurgie de la presbytie qui nous concerne tous ici présents. On n'est plus dans le domaine des enfants, là on est plutôt de l'âge un peu plus avancé. Alors, comme vous le savez, la presbytie, c'est un phénomène qui survient de façon inéluctable à partir de 45 ans en moyenne. Elle est liée plutôt à la diminution progressive du pouvoir accommodatif de l'œil et notamment au défaut de déformabilité du cristallin qui ne peut plus être modifié et donc la puissance ne peut plus être modifiée et ne peut plus s'adapter au changement de focale, c'est-à-dire qu'on n'a plus la même vue de loin ou de près. Elle touche 100% de la population et elle évolue entre 45 et 60 ans. Elle se manifeste de façon différente selon les éventuels troubles visuels associés. La presbytie, telle qu'on en parle de façon profane, c'est typiquement on n'arrive plus à lire de près à 45 ans. C'est la presbytie isolée. Le myope, à l'inverse, celui qui a porté des lunettes toute sa vie, enlève ses lunettes à partir de 45 ans pour pouvoir continuer à lire. Et l'hypermétrope, alors l'hypermétropie, elle peut exister de façon préalable, mais elle peut commencer aussi, et c'est le cas le plus fréquent, à apparaître à partir de l'âge de 45 ans. Et à ce moment-là, quand l'hypermétropie s'associe à la presbytie, on ne voit plus rien de près et on voit mal de loin. Mais c'est encore pire de près. Je mets un peu à part l'astigmatisme qui touche la vision de loin et la vision de près. La chirurgie de la presbytie, elle est apparue en même temps que la chirurgie de la myopie, puisque une correction de la myopie après 45 ans entraîne toujours une correction de la presbytie et on va faire ce qu'on appelle un système sur lequel je vais revenir, qu'on appelle la monovision, très classique, où on fait un œil qui voit plus de loin, c'est l'œil directeur, et un œil qui voit plus de près, l'œil dominé. Et donc on corrige la presbytie en sous-corrigeant l'œil dominé de sa myopie. Donc c'est une chirurgie qui est apparue en même temps que les premiers lasers de chirurgie de la myopie au début des années 90. Et je me rappelle, j'étais dans le service de M. Duffier, qui a été le premier service à avoir un laser excimer à l'assistance publique à Paris. Et donc ensuite sont apparus des nouveaux lasers, bien évidemment, et là on n'est plus du tout maître de la technologie, c'est les grosses compagnies américaines, les brevets et les gros sous qui nous amènent les nouvelles machines qui nous ont permis de traiter de façon beaucoup plus efficace, avec une beaucoup plus grande efficacité et stabilité, tous les autres presbytes. Et donc maintenant on fait de la chirurgie de la presbytie moderne depuis à peu près 10 ans environ. Alors, il y a les lasers, mais il y a aussi, comme vous en a parlé M. Duffier tout à l'heure, et on les utilise de façon complètement différente, les implants multifocaux, qui permettent, comme son nom l'indique, de voir de loin et de près, puisqu'ils ont plusieurs focales. Donc, comment va se dérouler la présentation? Je vais vous rappeler brièvement les différents troubles visuels, pourquoi les gens veulent se faire opérer, comment on fait un bilan préopératoire, les différentes techniques, les résultats, ensuite un tableau sur les indications, quelle technique pour quel patient, et les conclusions. Alors, on parle d'œil métrope, c'est un œil normal. Un œil normal, ça représente qui n'a pas besoin de lunettes, c'est donc un œil, ça représente 40% de la population. C'est un œil dont la puissance optique correspond exactement à sa longueur, puisque l'œil, c'est une lentille de 60 dioptries, dont 62 dioptries à peu près, donc 43 dioptries pour la cornée et 19 dioptries pour le cristallin. Ce qui veut dire que des rayons venant de l'infini doivent converger sur la rétine au niveau de la zone la plus centrale qu'on appelle la macula et au centre de la macula, la fovea. C'est là où se trouve le pouvoir discriminant de l'œil et c'est ça qui permet d'avoir une acuité visuelle suffisante. Dès qu'on sort de la macula,
la rétine est nettement moins discriminante et le pouvoir séparateur de la rétine en dehors de la macula est très inférieur. Donc, un œil normal, c'est un œil qui a une puissance optique d'environ 62 dioptries et dont le cristallin permet de voir de loin comme de près. Et pour passer de la vision de loin à la vision de près, il va en moyenne augmenter sa puissance de 2 à 3 dioptries. À partir de la presbytie, cette augmentation de pouvoir du cristallin ne marche plus. Et donc, l'œil ne voit plus la même chose de loin et de près. Donc, c'est ce que je vous disais, l'œil myope est obligé d'enlever ses lunettes et l'œil presbyte est obligé de commencer, presbyte isolé commence à être obligé de porter des lunettes. Vous avez le schéma en bas où vous voyez à gauche un œil normal, la vision se forme. L'œil, quand il doit accommoder, si les presbytes ne peut plus accommoder, et on le corrige en mettant des verres qui permettent de faire converger un peu plus les rayons lumineux vers la rétine. Et donc, c'est des verres de presbytie toutes simples. L'œil myope, à l'inverse, c'est un œil trop long. Donc les rayons lumineux convergent en avant de la rétine. Et pour corriger cette myopie, on est obligé de mettre un verre divergent qui va repousser le foyer image sur la rétine. Le myope, par définition, voit flou de loin, mais il voit bien de près sans correction. C'est pour ça qu'à partir de l'âge de presbytie, les myopes enlèvent leurs lunettes pour lire. L'œil hypermétrope, qui est donc moins fréquent, 15% de la population, c'est un œil trop court. Et là, à l'inverse, le foyer se trouve en arrière, puisque l'œil est trop court. Quand le sujet est jeune et a une petite hypermétropie, il est capable d'accommoder. Et donc, en augmentant la puissance de son cristallin, l'image va pouvoir se former sur la rétine. Quand l'œil devient presbyte, l'accommodation étant moins forte, il faut augmenter par des lunettes le pouvoir optique de l'œil, et c'est donc une correction par lunettes. Donc voilà ce que voit un œil hypermétrope, faiblement hypermétrope. Il arrive à peu près à voir de loin, pas trop bien de près. Ça, c'est le faible hypermétrope. À l'âge de 40 ans, il commence à avoir des petits soucis de près, mais il voit encore pas trop mal de loin. Et l'hypermétrope presbyte ou l'hypermétropie importante, il voit très mal de près et mal de loin. Quelles sont les actions de base de cette correction de la presbytie? Avec la presbytie, il faut savoir, et vous l'avez tous expérimenté, puisqu'on a tous au moins 45 ans, je pense, dans cette salle, à partir de 40-45 ans, on voit beaucoup moins bien que quand on avait 30 ans. Et on l'a tous expérimenté en chirurgie. On a des problèmes, on n'arrive plus à faire la mise au point de la même façon. Alors on se débrouille, on trouve des systèmes, on met des lunettes, on s'éloigne, on se rapproche selon les cas, mais on voit moins bien, on n'a plus ces capacités d'accommoder, c'est-à-dire de faire cette mise au point permanente en fonction de la distance où on est. Donc avec la presbytie, avec l'âge de la presbytie, la correction parfaite n'existe plus, quel que soit le procédé. Vous avez tous des lunettes, vous savez très bien que même avec vos lunettes, vous n'avez pas une vue parfaite en toutes circonstances. Quand vous voulez faire un créneau, c'est pas pratique. Quand vous descendez des escaliers, c'est pas pratique. Quand vous avez vos lunettes et que vous voulez travailler sur l'ordinateur, c'est pas la même chose que si vous voulez lire un livre. Donc la correction optique, que ça soit en lunettes ou en lentilles, n'est jamais parfaite. On n'a pas une vue parfaite dès l'instant où on devient presbyte. Voilà, alors il y a des avantages, il y a des inconvénients aux lentilles et aux lunettes, c'est évident. En chirurgie, c'est la même chose, on ne sera jamais parfait. Ce qu'il faut bien comprendre, en chirurgie de la presbytie, on est quasiment dans une chirurgie qu'on pourrait qualifier de fonctionnelle, voire esthétique, puisque les gens qui ne veulent plus porter de lunettes sont des gens qui veulent se sentir plus libres. Et il faut, et ça, il faut bien le préciser dès le départ à tous les candidats, bien comprendre que je ne vous rendrai pas les yeux de vos 20 ans. Je vous donnerai un confort dans toutes vos activités, dans 90% de vos activités, sans lunettes, mais il y a quand même des activités où ce sera un petit peu plus compliqué, notamment si vous voulez lire des toutes petites écritures avec un mauvais éclairage, ou à l'inverse, si vous voulez voir des choses très éloignées avec un mauvais éclairage, comme la conduite de nuit. Bien évidemment, donc, il faut préciser le bénéfice-risque et il faut bien que le patient comprenne ce qu'on va lui apporter et il ne faut pas qu'il s'attende à avoir cette vue parfaite qu'il pouvait avoir à 20 ans. Alors les motivations, alors, chez les femmes c'est surtout esthétique, chez les hommes c'est surtout le confort, la liberté. Alors il y en a
comme c'est une chirurgie qui commence vraiment à beaucoup se répandre, il y a aussi le jeunisme, le regard des autres, le bien-être, le sport. Alors beaucoup aussi ont des réglementations, beaucoup de métiers ont des réglementations, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer à la RATP. Alors quand je vois le nombre de gens que j'opère qui veulent rentrer à la RATP, je pense que c'est un bon job parce que ils veulent tous rentrer. Hein. Donc une fois qu'ils sont dedans, ils râlent, mais ils sont bien contents de se faire opérer pour pouvoir rentrer. La RATP, la SNCF, les pompiers n'ont pas le droit de porter de lunettes, c'est un peu logique. Hein. S'ils se prennent des vapeurs, c'est pas très pratique. Donc il y a des motivations professionnelles aussi. Hein. Alors maintenant, je vais vous parler quelques mots du bilan préopératoire. Alors bien évidemment, le bilan préopératoire permet de définir et de quantifier le trouble visuel. Bien évidemment, on va chercher les contre-indications à toute chirurgie. On ne va pas proposer une chirurgie à un malvoyant, même le malvoyant qui a des lunettes. On ne donnera jamais en chirurgie des lunettes, entre guillemets, la chirurgie des lunettes ne redonne jamais une vue supérieure à ce qu'elle était avec les lunettes. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un glaucome congénital et qui a une grosse myopie associée, ça ne sert à rien et ça serait même assassin d'aller l'opérer de sa myopie, ou quelqu'un qui a une dégénérescence maculaire, on ne va pas l'opérer de sa presbytie parce qu'il ne verra toujours rien. Hein. C'est une chirurgie qui s'adresse à l'œil sain. Et par ailleurs, il faut dépister des contre-indications qui ne sont pas évidentes pour un examen normal. Et je vais vous montrer, il y a 2-3 examens important à faire avant. Il faut l'informer, bien évidemment, de toute consultation préopératoire en chirurgie. On doit informer le patient sur le déroulement de sa chirurgie, sur les éventuels risques et les effets secondaires, sur les possibilités de récupération visuelle et dans quel délai. Cet entretien, mais comme pour toute chirurgie, permet aussi de juger du rapport de confiance indispensable et des attentes réalistes ou pas du patient. Encore une fois, il ne récupérera pas la vue qu'il avait à 20 ans. Les examens nécessaires, encore une fois, on va mesurer la vue du patient, c'est-à-dire quel trouble visuel il a, on va le quantifier et on va le qualifier. On fait aussi ce qu'on appelle une mesure de la longueur axiale, comme vous expliquait M. Duffier tout à l'heure pour l'enfant. La longueur axiale, et comme je le vous montrais tout à l'heure, c'est un petit peu ça qui détermine à puissance de cornée égale le fait qu'on soit myope, qu'on soit hypermétrope. Donc c'est un examen très important parce que quand on met un implant, c'est celui qui va nous permettre de choisir l'implant adapté à la vue. Et dans les progrès qui ont été faits depuis 10 ans, ce qu'on appelle la biométrie, vous voyez, c'est un appareil qui mesure par interférométrie la longueur axiale de l'œil. On est au centième de millimètre les mesures. Hein. Vous voyez, les mesures, elles sont au centième de millimètre. Ce qui ne veut pas dire que la mesure est précise au centième de millimètre, mais ça veut dire qu'il nous donne une estimation au centième de millimètre. En général, on fait 10 mesures et ça nous donne une moyenne. Donc on peut estimer que ce n'est pas trop mal. Mais sur des yeux très pathologiques comme les formiopes, qui ne sont pas des globes, mais qui sont plutôt des ballons avec plein de petites bosses, avec des oreilles de Mickey, on appelle ça des staphylos myopiques, on peut avoir des erreurs de biométrie. Mais le plus souvent, on a quand même un calcul assez précis grâce à cet examen. En chirurgie laser, il y a 2 examens qui sont indispensables. C'est la topographie cornéenne qui va nous donner deux éléments très importants. C'est la forme de la cornée et sa régularité. Vous voyez, alors excusez-moi, ça marche. C'est le truc là. Ok, c'est le premier. Okay. Vous voyez ici, il y a un axe. C'est un patient très astigmate, où la cornée est beaucoup plus cambrée. Plus c'est rouge, plus le rayon de courbure est faible, plus c'est jaune, voire bleu, plus le rayon de courbure est plat. Ça donne une idée de la forme de la cornée. Là, on a une forme très régulière avec un astigmatisme symétrique. Donc c'est quelque chose de tout à fait classique, c'est un patient astigmate, donc on peut l'opérer. Mais si on a un astigmatisme asymétrique, c'est une contre-indication et une chirurgie par laser. Ça représente à peu près 4% de la population des gens qui pensent pouvoir être opérés et qu'on ne peut pas opérer parce qu'ils ont des cornées anormales. En tout cas, on ne peut pas les opérer au laser. Un deuxième élément qui est très important sur la topographie, sur cet appareil de mesure, c'est l'épaisseur de la cornée. Il faut absolument s'enquérir de l'épaisseur de la cornée parce que, bien évidemment, les lasers sont des appareils qui vont modifier la forme de la cornée en creusant la cornée. C'est-à-dire qu'on va sculpter la cornée. Qui dit sculpter la cornée, ça veut dire qu'on enlève de la matière. Mais la matière, on ne peut pas l'enlever à l'infini parce que sinon, après, on a une cornée complètement flasque. Donc, il faut bien évidemment savoir avant quelle est l'épaisseur de la cornée.
Dernier examen, c'est celui-ci, c'est l'aberrométrie. C'est en fait une appréciation de la mesure de la qualité de vision. Hein, c'est une appréciation, c'est une des méthodes d'appréciation de la qualité de vision. Vous avez des gens qui peuvent avoir 10 dixièmes et qui se plaignent parce qu'ils voient mal la nuit, ils ont des halos, ils sont éblouis. Et puis des patients qui, avec 10 dixièmes, ont une très bonne vue. Alors, le traitement chirurgical, il y a 2 traitements, comme je vous le disais tout à l'heure, principaux. C'est le laser. Le laser qui va remodeler la cornée pour changer sa forme. Et en changeant sa forme, il va la rendre plus cambrée dans l'hypermétropie presbytie et il va l'aplatir dans la myopie. Et c'est ça qui modifie le rayon de courbure. Et en modifiant le rayon de courbure, on modifie la focalisation du point et donc on traite le trouble visuel. La cornée, comme je vous le disais, elle fait 43 dioptries, donc on peut la changer jusqu'à -8, -10, et on peut l'augmenter jusqu'à +5 maximum. Au-delà, la cornée ne se laisse pas déformer. On ne peut pas, bien évidemment, la cambrer à l'infini ou l'aplatir complètement. Donc toutes les pathologies, tous les troubles visuels au-delà de ces -8 et +5, on n'arrivera pas à les corriger par des troubles cornéens, et à ce moment-là, on va aller du côté du cristallin. Le cristallin, c'est une lentille de 19 dioptries. Donc si on a une correction de plus 10 dioptries, par exemple un hypermétrope de plus 10 dioptries, on sera incapable de le corriger par la cornée. Donc on va corriger par le cristallin en rajoutant 10 dioptries au cristallin. Donc soit on enlèvera le cristallin de plus 19 et on en mettra, il y a une formule mathématique, mais ça sera à peu près un équivalent de plus 29, ou soit on rajoutera une lentille de 10 dioptries entre l'iris et entre le cristallin. Là, c'est une lentille multifocale, voilà. Les points communs, toutes ces chirurgies, c'est des chirurgies en ambulatoire, qui se font en ambulatoire, sous anesthésie locale. Elles sont indolores, elles durent toutes moins de 15 minutes. Elles se font bilatérales pour les chirurgies au laser et elles se font en 2 temps pour les chirurgies par implant, puisque les chirurgies par implant sont endoculaires. Donc le risque infectieux potentiel est beaucoup plus grave, bien évidemment, puisque une endophthalmie, une fois sur 10 000, ça peut être la perte de l'œil. Donc on ne va pas faire les 2 yeux le même jour, bien évidemment. C'est toutes des chirurgies qui ont une récupération visuelle dès le lendemain. Le traitement médical post-opératoire est très simple, c'est des antibiotiques et de la cortisone localement. Les effets secondaires de toutes ces techniques, que ce soit les lasers ou les implants, ça va être des petites brûlures, des épisodes de sécheresse, des problèmes de cicatrisation ou des halos nocturnes. Hein, on voit ça beaucoup chez les fortes myopies avec le laser et dans les implants multifocaux. Mais globalement, des complications graves potentielles, c'est beaucoup moins de 1%, et l'infection, c'est une fois sur 1000, comme je disais, et une fois sur 10 parmi ces fois sur 1000, donc une fois sur 10 000, on peut perdre l'œil avec un implant. Le LASIK, ça date, le premier LASIK, c'est 1994-1995. Il va agir au niveau de la cornée pour modifier la puissance optique, comme je vous l'expliquais. C'est peu invasif, c'est rapide, ça gêne 4-5 heures, et dès le lendemain, on voit bien. C'est la technique de première intention pour tous les gens qui ont des petits défauts visuels, et ça représente 80% de la population. Dans la presbytie, comme je vous le disais, on distingue les myopes et les faiblement hypermétropes ou les hémétropes. Chez le myope, ceux qui sont myopes ici le savent, depuis qu'ils sont tout petits, ils voient très bien de près sans lunettes. Et ces gens-là ne supportent pas de voir moins bien de près sans lunettes. Donc la correction de la presbytie et de la myopie, c'est un œil de loin, un œil de près. C'est ce qu'on appelle la monovision. Et ça se passe très bien. On parlait de plasticité, M. Duffier nous parlait de plasticité cérébrale. C'est évident que ça marche beaucoup mieux vers 50 ans qu'à 90 ans, et c'est pour ça que chez les patients de 90 ans qu'on opère de cataracte, c'est beaucoup plus simple de leur mettre le plus souvent les 2 yeux en vision de loin et une petite paire de lunettes en vision de près. Pour les hémétropes et les hypermétropes, et c'est là où les plus grands progrès ont été faits au cours des 10 dernières années, un petit hypermétrope ou un hémétrope, c'est quelqu'un qui voit très bien de loin. Donc, il veut bien, s'il vient nous voir parce qu'il veut voir de près, il acceptera de perdre un peu de loin, mais pas beaucoup. Et donc, toutes les techniques actuelles visent à améliorer la vision de près sans trop détériorer la vision de loin. Et ça, c'est les nouveaux logiciels de pilotage des faisceaux laser qui donnent un profil un peu multifocal à la manière d'un Varilux à la cornée. Et je vais vous montrer ce que ça donne tout de suite après. Voilà ce que c'est qu'un presbylasique. Ici, vous avez la cornée pré-op, la cornée post-op, et à gauche, la cornée au milieu, le différentiel de traitement entre les deux.
Ici, vous avez une cornée qui est un peu cambrée, mais pas tellement. Elle l'est beaucoup plus au centre. C'est-à-dire qu'on va cambrer que au centre, ce qui veut dire qu'on va améliorer la vision de près au centre. Comme le disait M. Duffier, il y a un réflexe qui s'appelle l'accommodation convergence myosis, et quand on regarde de près, on resserre la pupille, et donc à ce moment-là, on voit surtout par la vision centrale, qui est calculée pour la vision de près, alors que quand on regarde de loin, on a une pupille qui se dilate, et à ce moment-là, on sollicite surtout la cornée un peu plus périphérique, et on voit mieux de loin. Juste une petite vidéo sur un LASIK. Ça, c'est vous, hein, ça, le petit... Voilà. Alors, on va immobiliser l'œil avec un anneau de succion. Et ensuite, pour modifier cette cornée, on va d'abord découper une petite lamelle. Voilà, avec un appareil... Alors, ça peut se faire au laser ou au microkératome. Ça s'appelle un microkératome, qui va découper un capot de 100 microns. Vous voyez, c'est une petite lamelle de cornée. On crée une espèce de lentille de contact sur l'œil. Et ensuite, on fait agir le laser qui va sculpter de la même façon qu'un ébéniste avec son ciseau à bois sculpterait la cornée, sauf que là, chaque impact fait 0,65 microns de diamètre sur 0,25 microns d'épaisseur. Donc on enlève au maximum 100 microns, c'est-à-dire 1/10 de millimètre de cornée pour les corrections les plus importantes. Quelques mots sur les implants FAC. Les implants FAC, ce sont des lentilles que l'on va mettre à l'intérieur de l'œil par-dessus le cristallin. C'est plus invasif que le laser lui-même, puisqu'on rentre à l'intérieur de l'œil et on a donc les complications infectieuses potentielles de chirurgie à l'intérieur de l'œil. C'est une technique qui est indiquée quand on ne change pas le cristallin, donc le plus souvent, c'est avant 50 ans, et c'est réservé aux gros défauts du visuel. Donc on met une lentille à l'intérieur de l'œil qui va corriger le gros défaut visuel. Les implants pseudo-FAC, alors ça a été le grand boom des 5 à 7 dernières années dans la chirurgie de la presbytie, parce que ça donne une vision qui est excellente de loin, excellente de près, au détriment quand même, et je vous disais, il n'y a pas de chirurgie parfaite, de la vision intermédiaire. Donc c'est quelque chose qu'il faudra déconseiller à un pianiste professionnel, c'est quelque chose qu'il faudra déconseiller à quelqu'un qui veut utiliser son ordinateur à 80 cm. Il faudra bien expliquer que la vision sera parfaite jusqu'à 45-50 cm, au-delà de 2 mètres, mais entre les deux, ça sera un petit peu moins bon. Donc, il faut voir les exigences visuelles. Et il y a un deuxième effet secondaire qui est gênant avec ces implants pseudo-FAC, c'est des halos. Alors, ces halos autour des sources lumineuses sont surtout gênants la nuit, donc on ne prendra pas pour un chauffeur routier, bien évidemment, ce genre d'implant aussi. Mais ces implants sont très, très précis et permettent d'avoir 10/10 de loin comme de près, sans lunettes. C'est la même technique... attendez, excusez-moi. Oui, c'est la même technique que la chirurgie de la cataracte. Il faut faire une biométrie pour avoir quelque chose de très précis. Et on réserve ça aux hypermétropies fortes ou aux patients qui ont plus de 60 ans, parce que déjà leur cristallin commence à être un petit peu opalescent. Donc on enlève le cristallin naturel avec la technique classique de chirurgie de la cataracte qu'on appelle la phacoémulsification, et on met l'implant à l'intérieur du sac capsulaire. Les implants multifocaux répartissent la lumière entre deux foyers, le foyer de loin, le foyer de près. Alors selon les implants, il y en a qui sont plus vision de loin, d'autres qui sont plus vision de près. On a maintenant des implants dits trifocaux où il y a aussi la vision intermédiaire, mais comme la répartition ne se fait plus en 2 mais en 3, on augmente la vision intermédiaire, mais c'est au détriment de la vision de loin. Donc c'est souvent un mix entre les deux. On met plus un implant pour la vision de loin sur l'œil directeur et un implant plus sur la vision de près sur l'œil de milieu. On peut faire plusieurs combinaisons comme ça. Bon, ça, je ne vous parle pas des index. Quelle technique pour quel patient? Chaque cas reste unique et les facteurs de décision sont multiples. Les indications que je vais vous proposer, bien évidemment, sont les cas les plus classiques. L'âge supérieur à 60 ans, comme je vous le disais tout à l'heure, la transparence du cristallin est directement corrélée à l'âge. Et à partir de 60 ans, on aura surtout tendance à envisager des cristallins. On appelle ça la chirurgie du cristallin clair parce que ce n'est pas encore un cristallin qui est cataracté, mais on va quand même enlever ce cristallin parce qu'on sait que dans les 10 ans à venir, il va commencer à se cataracter. Et donc opérer un laser sur un cristallin qui est en train de se cataracter, c'est un peu dommage parce que la vue va forcément se modifier. Donc on a beaucoup plus de stabilité sur des implants que sur du laser. Ainsi, chez beaucoup de patients en début de...
Les jeunes presbytes, on va plutôt les traiter au laser, comme je vous disais, les jeunes presbytes et les hémétropes. Chez les myopes, c'est la monovision. Et enfin, chez les fortes amétropies, ce sont les lentilles par-dessus le cristallin ou les implants multifocaux. Sous forme de tableau, je vous ai tout mis. Voilà, le laser, les implants ou les lentilles, les implants FAC. Voilà, en fonction de l'âge et du degré et du défaut visuel. Les résultats, quand on opère quelqu'un, il faut pouvoir lui dire « Mon but, c'est que vous ayez 90 à 95% de vos activités sans lunettes confortables ». Ça veut dire que 5 à 10% de vos activités, vous ne serez peut-être pas très confortable et que vous aurez peut-être besoin d'une petite paire de lunettes, conduire la nuit ou la Pléiade la nuit dans votre lit avec une ampoule de 25 watts. Voilà ce que je leur dis à chaque fois. C'est une chirurgie qui est très simple et qui a une récupération très rapide. Elle est très prédictive maintenant grâce aux progrès technologiques. La stabilité est très bonne dans le temps. Pour les implants, elle est excellente. Pour le laser, elle est d'au moins 5-7 ans. Les effets secondaires, maintenant, on les maîtrise bien. Les complications sont rarissimes. En conclusion, les no-break, pré-break, que ce soit dans le diagnostic et dans les logiciels de traitement laser ou dans les implants multifocaux, associés à un recul de plus de 20 ans maintenant, permettent désormais de proposer un traitement adapté à chaque patient presbyte, quel que soit son trouble visuel associé. L'ensemble de ces facteurs et mon expérience personnelle ayant forgé ma conviction, j'ai déjà été opéré à 46 ans de ma presbytie par laser. Voilà, c'est pour ça que je ne porte pas de lunettes pour faire cette présentation. Voilà. Je demanderai donc, merci beaucoup, Monsieur Ancel, à Jean-Louis de débuter la discussion et peut-être de poser des questions ou demander aux participants. Je crois d'abord qu'il faut remercier et féliciter le docteur Ancel de nous avoir montré avec beaucoup de sagesse une nouvelle page qui a été ouverte pour l'ophtalmologie avec cette chirurgie réfractive qui est effectivement tout à fait novatrice et tout à fait miraculeuse. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui vont naître de la salle et je vous invite à demander. Non, j'en avais une, je suis totalement incompétent en ophtalmologie, mais je voyais votre système qui permet de découper une espèce de capsule avant de faire le traitement au laser, puis ensuite vous la remettez. Au départ, les premiers traitements laser se faisaient directement sur la cornée ou on a toujours ce découpage de la capsule et à quoi ça sert en pratique? Alors, les tout premiers traitements laser faisaient des incisions dans la cornée, comme les kératotomies radiaires du russe Fyodorov au début des années 70. Les premiers lasers ont été créés en se disant la main du chirurgien, quand il fait ses incisions, elle est quand même un petit peu, est-ce qu'il enfonce bien, est-ce qu'il rentre bien dans la cornée, est-ce qu'il rentre plus, plutôt moins. Donc on s'est dit, avec le laser, on aura une profondeur constante. Et puis, très vite, on s'est dit, non, il y a un monsieur qui s'appelle Mönnerling qui a fait des algorithmes mathématiques en disant, on creuse, et c'était en gros à peu près, on creuse 10 microns, on a une correction d'aplatissement, une dioptrie de correction d'aplatissement, donc on corrige 1 degré de myopie. Et puis après, Mönnerling a fait d'autres études, il a créé d'autres algorithmes en fonction du diamètre de traitement, et donc on a traité en surface. Et puis très vite, cette première technique qu'on appelle la PRK, on en fait encore aujourd'hui, mais je n'ai pas voulu rentrer dans les détails, c'est une technique qui marche très bien aussi. On traite en surface, on enlève l'épithélium, on fait agir le laser, mais après, comme l'épithélium, on n'en a plus, si on ne met rien, c'est 4 jours accroché au rideau, parce que ça fait quand même très mal, ça fait une énorme kératite, ça fait très mal. On met une petite lentille, pansement, pendant 4 jours, le temps que l'épithélium repousse. Mais ça veut dire que la vision, elle va récupérer. La gêne, c'est 4 jours. Vraiment gênant, on ne peut pas faire grand-chose, on ne travaille pas. L'acuité visuelle, elle revient 5-7 jours. Donc, c'est quand même très pénible. Le LASIK, comme on coupe une lamelle, l'épithélium qu'on enlève, c'est juste au niveau du bord de la lamelle. Et donc, cet épithélium repousse en 4 à 5 heures. Et c'est vraiment d'une minute à l'autre. Les patients, c'est marrant, on leur pose la question. Et ils vous disent tous... c'est marrant, il y a 1 minute j'étais gêné, maintenant je ne le suis plus. C'est 4-5 heures la gêne, et le lendemain ils prennent leur voiture. Le lendemain ils prennent leur voiture ou ils lisent leur mail. Voilà, donc le LASIK a été créé en 93, alors que le premier œil voyant au laser excimer, c'était aux États-Unis en 88. Ne faut-il pas ajouter aussi que le fait d'avoir un capot, puisque c'est comme ça que vous les appelez,
permet de creuser beaucoup plus dans le stroma, alors que quand on avait démarré l'étude à laquelle vous faisiez allusion, quand on dépassait 6 dioptries, les problèmes de cicatrisation n'étaient pas exceptionnels. Alors que là, vous pouvez monter à des myopies moins 10, moins 15 dioptries quand vous faites un capot. Est-ce que c'est bien le cas? Alors, c'était vrai, ça l'est beaucoup moins, parce que, en fait, on avait des problèmes de cicatrisation sur les premiers lasers qu'on a utilisés c'était le laser Summit. On faisait des photoablations, parce que ça s'appelle comme ça, ablation par des photons, sur 4 mm de diamètre. Et ça provoquait des réactions inflammatoires très intenses. Et après, on avait ce qu'on appelle un haze, c'est-à-dire qu'on avait une cicatrice blanche sur la cornée. Donc, au-delà de 4-5 dioptries. C'est-à-dire, dès qu'on creusait un peu trop, on avait une cicatrisation assez importante. Avec les nouveaux lasers qui traitent sur des zones optiques beaucoup plus larges, avec des pentes beaucoup plus douces, on peut traiter en surface jusqu'à 6-8 dioptries. Mais le LASIK, au contraire, permet, puisqu'on découpe une lamelle de cornée de sang à 110 microns et qu'ensuite on creuse, il a une limite, c'est que, bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas creuser à l'infini. Hein, il faut laisser au moins 300 microns de mur postérieur, alors qu'une cornée normale, en moyenne, c'est 530 microns. Donc on a 100-110 de capot, plus la photoablation, et il faut laisser au moins 300. Parce qu'on a des patients qui ont 480 microns. Hein, c'est comme la taille, il y en a qui font 1m60, il y en a qui font 2 mètres. On a des cornées à 480 microns. Si on fait un capot de 110 et qu'on a une myopie de moins 10, on va lever 120 microns. 120 microns et 110, ça fait 230. Sur 480, il ne reste plus que 250. Donc là, on n'a pas le droit d'y aller, parce que sinon, on va affaiblir la cornée et ça donne des complications très graves par la suite. D'autres questions oui, Monsieur Gangebach. La chirurgie est quelque chose de merveilleux s'il n'y avait pas de complications. Alors, est-ce que vous pouvez nous énumérer et donner des pourcentages immédiats, moyens et long terme de complications qu'on peut observer après cette chirurgie? Alors, j'aime bien les statistiques, mais j'aime pas trop les statistiques publiées, parce que souvent elles sont mensongères, hein, parce que souvent elles sont commanditées par des labos, ou je connais pas un seul chirurgien qui utilise une machine qui dit que sa machine est merdique, hein, donc j'aime pas trop les statistiques publiées. Moi, mes statistiques que j'ai eues personnellement, je suis un peu plus, entre tous les lasers et toutes les chirurgies de cristallin clair que j'ai eues, je suis à peu plus de 12 000 sur 15 ans. Pas un seul œil de perdu et une vingtaine d'yeux moins bien après qu'avant. Voilà. Alors, par contre, j'ai opéré des profs, comme vous tous, qui sont jamais contents, hein, qui disent toujours « mon œil me gratte », qui disent toujours quand je rentre dans un tunnel, je mets une demi-heure à m'en remettre parce que je suis ébloui ». Et ça représente globalement, on va dire, les gens insatisfaits, alors que vous seriez plutôt content du résultat en termes optiques, ça représente 5%. Et à l'inverse, vous vous dites parfois, le résultat, moi je ne suis pas très content et le patient est très content. Donc vous voyez, c'est 5-7% de gens pas complètement satisfaits, malgré tout ce que je peux dire avant, que je ne vais pas vous donner la perfection et que ceci et que cela. Ceux qui font de la chirurgie réfractive, on opère des gens qui sont à moins 12. C'est des gens qui sont à moins 12, c'est des gens qui ne voient pas leurs mains à cette distance. On leur donne 10 dixièmes sans correction, mais après, ils vous expliquent que la nuit, ils ont des halos pour conduire. Avant, ils ne voyaient pas leurs mains à cette distance. Donc voilà. Après, il y a toute la subjectivité de l'individu, parce qu'on est quand même, encore une fois, dans une chirurgie fonctionnelle quasi esthétique. Alors, nous avons plein de questions. Une question un peu élémentaire, peut-être. Comment gérez-vous la situation pour l'indication opératoire chez les gens qui viennent vous voir avec un but purement esthétique? Je me méfie des gens qui ont la MGEN, je me méfie des profs, parce que vraiment les profs, c'est vraiment compliqué. Je ne sais pas si vous, dans toutes vos spécialités, vous avez cette... c'est vraiment compliqué, les profs. Donc, un prof qui va me poser 500 questions et qui me dira, je suis allé sur tel forum, j'ai lu que ça serait mieux que vous utilisiez tel laser, et à quelle zone optique vous traitez. Là, je lui explique que la chirurgie, c'est peut-être pas forcément pour lui, parce qu'il n'aura peut-être pas les résultats auxquels il va s'y attendre. Hein. Mais sinon,
Je fais comme tout le monde, je me débrouille. Hein, voilà, on gère. Hein. Après, on a tous des patients, soit qui vont pas, et à ce moment-là, c'est à nous de les accompagner, et où il y a vraiment une cause réelle, ou s'il n'y a pas de cause réelle, faut être gentil, mais il y a des moments où on n'a plus envie d'être gentil, et on l'est quand même. Tu me reconnais? À ce jour, je me suis installé le 1er novembre 1995, juste après mon clinica et mon DEA. Je n'ai pas eu un seul procès. Alors, autre question. Non, mais c'est une question importante, bien évidemment. Qu'est-ce que vous répondriez à votre fille si elle venait vous voir en disant « Papa, je veux me faire opérer parce que je suis vilaine avec mes lunettes ». Alors, j'ai opéré mon père, j'ai opéré ma tante, j'ai opéré ma mère, j'ai opéré ma belle-sœur d'une greffe de cornée. Donc, si j'avais ma fille, pour l'instant, elle a 12 ans, donc il est hors de question que je l'opère. Voilà. Non, mais j'aurais aucun problème. Je me suis fait opérer moi-même. J'ai donc totalement confiance en cette technique. Vous opérez avec des indications dans un but purement esthétique. C'est ça la question que je vous ai Pas posée. esthétique. Moi, je ne me suis pas fait opérer dans un but esthétique. Nous travaillons dans des Je ne me suis pas fait opérer dans un but esthétique. Je me suis fait opérer, j'ai pris la décision de me faire opérer un soir où je suis allé dîner au restaurant avec ma femme. En début de dîner, il y avait encore un peu de lumière, j'ai lu le menu, mais pour le dessert, c'est ma femme qui a lu la carte. Et là, j'ai dit, ça suffit. Oui, mais vous vous êtes pas fait opérer parce que vous vous trouviez vilain. C'est parce que... Je ne suis pas plus là qu'un autre, je vous remercie. Oui. Non, c'était pas esthétique, c'était vraiment... Vous êtes... Oui. Ma question est la suivante. On a évoqué donc la chirurgie de la cornée, du cristallin. Et on vous a posé la question des complications. Je pense qu'il faut insister sur les précautions à prendre en post-opératoire par le patient, en particulier la protection. Si je vous en parle, c'est que j'ai été opéré d'une cataracte, et puis j'ai été au 8e jour, j'ai eu un traumatisme oculaire parce que je n'avais pas mis mes lunettes, et ça a nécessité un traitement. Donc, ce qui veut dire qu'il ne suffit pas seulement d'opérer et être bien opéré, mais que le patient, dans les suites et prolongées, doit respecter les consignes et les précautions. Et je le signale, je pense que vous êtes d'accord là-dessus. C'est évident, Oui, mais on remet il faut le dire profondément. Moi, je remets systématiquement à tous les patients que j'opère recommandations. Et donc, pour quand j'opère de la cataracte ou toute chirurgie endoculaire, je dis pendant 15 jours, vous restez un petit peu tranquille, pas trop d'activité physique, pas de poussière, pas de bricolage, pas de jardinage, pas de ménage, c'est pas le moment de repeindre votre salle de bain ou des choses comme ça, c'est évident. C'est évident. Et je l'écris, et je remets un document écrit. Oui, mais alors là, ça on peut... Là, voilà. Voilà, ça, alors là... Voilà, Godlewski, Montpellier. Je vous pose une question purement technique. Quel est le type de laser qu'on utilise dans cette technique-là, dans la dernière que vous avez présentée? Le type de rayonnement? Alors, c'est des rayonnements ultraviolets, 193 nanomètres. Oui, ok. Laser Excimer, avec oui, un oui, mélange d'argon fluor. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Marc.